Alors, vous l'avez compris, l'objectif de cette rencontre, c'est avant tout un témoignage. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un expert. Je ne vais pas vous faire un cours théorique sur la radicalisation. Je veux pas... D'abord, je n'en ai pas les capacités. Et puis, ce que j'aimerais, c'est vous parler de mon histoire. Je vais essayer de vous raconter une histoire qui est complexe. Elle est complexe parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte. Je vais essayer de vous parler du contexte dans lequel j'ai grandi. Je vais essayer de vous parler de ma famille, du travail que je fais aujourd'hui dans le domaine justement de la lutte, enfin ce qui nous concerne, la lutte contre la radicalisation. Alors entrons directement dans le vif du sujet, comme ça au moins ce sera plus simple. Alors la première photo que je voulais vous montrer, c'est mon quartier dans la banlieue de Lyon. Le quartier des Minguettes à Vénissieux. C'est un quartier dans lequel je vis toujours. J'habite toujours aux Minguettes. C'est ce qu'on appelle les grands ensembles. Alors les Minguettes, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on voit sur la photo en fait. De toute façon, je pense que vous savez tous à quoi ressemble un quartier. Alors pourquoi je vous parle des Minguettes? Pas simplement parce que c'est un quartier dans lequel je vis toujours, mais c'est un quartier qui est intéressant pour cette marche dans les années 80. Cette marche qui est partie de ce quartier, des jeunes qui étaient, comme on dit, issus de l'immigration, algériens, tunisiens, marocains, qui, de leur point de vue, considéraient qu'il y avait du racisme, des inégalités, qu'ils n'étaient pas considérés français comme les autres, avaient décidé de protester. Alors sans violence, ils ont décidé de marcher, donc de façon pacifique, en essayant de regrouper toutes les personnes avec lesquelles elles étaient plutôt d'accord. En tout cas, d'essayer de rassembler les personnes qui pouvaient partager les mêmes ressentiments, les mêmes points de vue, les mêmes désirs. Donc ils ne sont pas plus d'une quarantaine, comme on voit sur le quartier. Et puis, alors ça va prendre plusieurs semaines, on est le 15 octobre 83. Puis quand ils arrivent à Paris, ils sont près de 100 000 personnes. Alors ces marcheurs, on les connaît parce qu'on a grandi avec eux. Eux nous racontaient cette marche. Tu vois, Mourad, quand on arrive à Paris ce jour-là, on était convaincus que les choses allaient changer. D'abord, on a été accueillis par le président de la République. Les médias se sont intéressés à notre marche, les politiques aussi. Donc on était sûr que les choses allaient changer. Puis tu vois, Mourad, on était déçus, on a été divisés, on a été récupérés politiquement. Puis les problèmes ont continué, tu vois, ça n'a pas vraiment abouti à ce qu'on voulait. On a été déçus. Donc tu vois, Mourad, ça c'est bien la preuve que l'engagement, tout ça, ça ne sert à rien, c'est du vent. Que faire de la politique, s'engager dans une association, faire ce genre de choses, tout ça, c'est du vent. Quoi qu'on fasse, les choses ne changeront jamais, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des violences policières, par exemple, ce genre de choses. En tout cas, c'est le discours qu'ils avaient avec nous. Donc c'est un discours qui était à la fois victimaire, mais beaucoup dans la fatalité. Et on a grandi avec cette mentalité dans le quartier. Enfin bref, je vais m'arrêter là, c'est pas l'objectif c'est pas le thème en tout cas de la rencontre de ce matin, mais c'était juste un point de contexte du quartier dans lequel j'ai grandi, mais je ne m'attarderai pas là-dessus, on pourra y revenir après si vous voulez. Mais c'est juste un point de contexte du quartier dans lequel j'ai grandi. Puis c'est vrai que les problèmes ont continué, fin des années 80 par exemple, on a eu des émeutes aussi à Vaux-en-Velin, pas qu'à Vénissieux. Enfin bref. Alors moi j'ai grandi dans une famille religieuse. Enfin c'était mon père surtout qui était religieux, parce que mon père était imam dans la mosquée du quartier. Alors c'était d'abord, je pense que c'était plutôt une salle de prière qu'une mosquée en fait. Alors comme vous le savez, pour les musulmans, l'imam c'est celui qui guide la prière. Donc mon père était celui qui guidait la prière dans la mosquée du quartier. Mais mon père, alors il ne se contentait pas de réciter son prêche le vendredi, c'était aussi quelqu'un de très militant, de très engagé. C'est-à-dire qu'il expliquait à la mosquée que les musulmans, c'était une communauté, que c'était des frères, comme des frères, qu'ils devaient s'aimer, qu'ils devaient s'entraider, qu'il y avait une fraternité, que chaque musulman devait se sentir concerné par la situation des autres musulmans, et d'ailleurs que cette situation ne se limitait pas au territoire national, que c'était international, que la communauté des musulmans était internationale. Et puis ça allait même encore plus loin que ça, parce que mon père n'était pas simplement imam, il était aussi très engagé, aussi physiquement, puisque dans les années 90, par exemple, il avait décidé de créer une association dans le quartier avec d'autres habitants. Donc ils ont acheté un camion, ils y ont mis des vêtements et des médicaments, et mon père avait décidé d'aller aider les musulmans bosniaques en 93. Donc là, par exemple, c'est la photo de son convoi à Sarajevo. Donc on le voit distribuer des vêtements, des médicaments aux musulmans bosniaques.
Donc mon père n'était pas simplement dans le discours, il était dans l'engagement. Il disait que, voilà, que lui aussi allait aider les musulmans bosniaques. Alors moi j'étais un gamin, j'avais 10 ans. Franchement, je ne comprenais pas grand-chose à cet engagement. Je sais que papa allait de temps en temps aider les autres, c'est comme ça que je voyais les choses. Mais j'étais fier de mon père, pour moi c'était celui qui allait aider les autres, quoi. Alors on m'en parlait, les jeunes m'en parlaient au collège, les copains de classe. J'étais plutôt fier. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de cette période, mais s'il y a une chose qui m'a évidemment beaucoup marqué, c'est le jour où le ministère des Affaires étrangères nous appelle à la maison. Le Quai d'Orsay appelle ma mère pour expliquer que mon père a été capturé par les Serbes. Vous vous souvenez évidemment le conflit d'ex-Yougoslavie, les Bosniaques étaient opposés aux Serbes, aux Croates qui étaient plutôt orthodoxes. Mon père avait été arrêté par les Serbes, alors nous on ne sait pas pourquoi. On sait juste qu'il est fait prisonnier de guerre, c'est comme ça qu'on disait. C'est comme ça que les médias disaient, parce qu'on commençait à en parler. Alors le gouvernement évidemment avait assuré à ma maman qu'il faisait tout, qu'il faisait en sorte de sortir de là, lui et les personnes avec lesquelles il était incarcéré. Mais ça commençait à devenir une affaire. On en parlait à la télé, et puis les jeunes du quartier commençaient à en parler. Ils disaient le père de Mourad a été arrêté, c'est pas normal, il faut les sortir de là et tout ça. Donc ils ont créé un comité de soutien, ils ont pris des avocats, et puis on commençait à en parler un peu partout. Et ça a pris plusieurs semaines, plusieurs mois même. Mais au bout de 9 mois, mon père a été libéré, grâce notamment à ce comité de soutien. Alors évidemment, c'est un événement qui nous avait tous marqués dans la famille. Et puis moi, j'ai commencé quand même à me poser beaucoup de questions. Pourquoi papa est parti en Bosnie? Qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? D'abord, si on veut aider son prochain, on n'est pas obligé d'aller aussi loin. Et puis, pourquoi aider uniquement les musulmans? On est tous des êtres humains. Et puis d'abord, c'est quoi une guerre? C'est qui les gentils, c'est qui les méchants? Tout ça, c'est compliqué. C'était des questions d'enfants que j'avais qui étaient légitimes. Alors mon père, quand il est revenu de Bosnie, il ne m'a jamais raconté. Il m'a jamais raconté ce qu'il avait vécu, comment ça s'était passé. Alors il le racontait volontiers aux journalistes, mais moi, il ne me disait rien. Il était comme ça, mon père. Alors ce n'est pas une critique, c'était juste sa façon d'être. On n'a jamais eu de vraie discussion, moi et lui. Ça m'avait beaucoup vexé, mais c'était comme ça. Alors moi, j'ai une grande famille, j'ai plusieurs frères et sœurs, et le plus grand, Hakim. Alors Hakim, c'est plus un gamin, il a 10 ans de plus que moi, voilà, c'est un jeune adulte à cette époque-là. Ça nous avait tous marqués dans la famille, mais surtout Hakim. C'est-à-dire qu'Hakim, il avait décidé on sentait qu'il s'était énormément, cet événement avait fait en sorte qu'il s'était énormément identifié à mon père. C'est-à-dire qu'Hakim commençait à pratiquer la religion. Il commençait à aller être assidu à la mosquée, par exemple, à prier, et puis un peu à s'habiller un peu comme mon père, mettre des tenues traditionnelles, etc. Mais surtout, Hakim disait, moi je veux faire comme papa. Papa nous explique que les musulmans, c'est une communauté internationale. Ben, moi je suis curieux, je veux voir à quoi ça ressemble. Moi aussi j'ai envie de voyager comme lui. Alors je vais arrêter tout ce que je fais, l'école, les études et tout ça, ça ne m'intéresse plus, et je vais voyager comme papa. Et c'est ce qu'il a commencé à faire d'ailleurs très tôt. Hakim, il a commencé à voyager. Au début, il allait en Algérie, pays d'origine de mes parents, et puis il a été tout de suite dans des pays arabes. Il a été en Égypte, par exemple. Il a été en Syrie, dans une université à Damas, il a appris l'arabe, le Coran, etc. Il a passé plusieurs mois là-bas. Et il voyageait partout. Hakim, il devenait un petit peu l'aventurier de la famille. Il avait une vie incroyable. Il était en Russie, en Palestine, en Mauritanie, enfin bref, il faisait le tour du monde. Il partait 6 mois, 1 an et demi, il faisait des rencontres, il ramenait des photos, il racontait. Il avait une vie incroyable, j'étais fasciné par Hakim. Vraiment, c'était l'aventurier de la famille. Il a été à Londres aussi, il a trouvé un travail là-bas, et il fait sa vie, il vient de temps en temps, il part, il revient, etc. Il y a toujours des choses à raconter. Et puis un jour, il vient me voir, j'ai 13-14 ans, je pense, à cette époque-là. Et il vient me voir, j'étais très proche d'Hakim, vraiment, on était très très proches. Je pense même qu'il avait certainement pris la place de mon père. Et Hakim me dit, Mourad, je vais faire un voyage qui n'est pas comme les autres. Tu dis à papa et maman de ne pas s'inquiéter, parce qu'il est possible que cette fois-ci, je ne donne pas beaucoup de nouvelles. Je vais partir longtemps, mais quand je reviens, je te raconterai, mais tu dis à papa et maman de ne pas s'inquiéter. Alors il s'en va, ça fait plusieurs mois qu'il est parti, avec Hakim on a un peu l'habitude, et là c'est vrai qu'il n'appelle pas. Et puis il rentre, on est milieu des années 90, Hakim il rentre à la maison, il a changé physiquement, il a les cheveux longs, il est musclé. Et puis il a un discours sur la religion qui est nouveau, ce n'est pas celui de papa. Il explique qu'il a fait un voyage et pour lui ça a été une révélation. Il me dit qu'il a été en Afghanistan et que pour lui il a découvert ce que c'était qu'un État islamique. Et que pour lui c'était le vrai islam. Ce qu'il avait découvert là-bas l'avait bouleversé. Et puis Hakim, il était beaucoup dans le jugement. Tu sais, Mourad, en France, les musulmans, les imams,
n'appliquent pas l'islam comme il faudrait l'appliquer. Ils n'appliquent pas justement la charia, la loi du Coran. Ils sont égarés. Puis toi-même, Mourad, tu n'es pas un bon musulman. Tu ne vas pas à la mosquée, tu ne fais pas la prière. Tu sors avec une fille, il paraît que tu sors avec une fille. On m'a dit, et tout ça, c'est grave, c'est péché. Et Mourad, je pense sincèrement, je vais être sincère avec toi, je pense que tu devrais aller en Afghanistan comme moi. Alors, quand Hakim me parle de l'Afghanistan, franchement, je ne saurais même pas le situer sur une carte. Je ne sais rien de ce pays. Alors, il y a quand même des images qui circulent à la télévision. Puis moi, la première image qui me vient à l'esprit quand Hakim me parle de l'Afghanistan, c'est celle-là. On voyait ces Afghans, les talibans, on les voyait tabasser des gens avec des bâtons, ceux qui n'allaient pas à la mosquée. On voyait ces femmes en burqa entièrement voilées. On les voyait même brûler des cinémas. Enfin, c'était des images qui étaient dures. Et je dis à Hakim, franchement, tu me parles de l'Afghanistan bien, mais moi, de ce que tu me racontes, enfin moi, de ce que je sais de ce pays, franchement, ça ne donne pas envie. Enfin, ces gens-là sont durs, là. Tu me parles bien des talibans, on parle bien de la même chose. Alors Hakim, il a la réponse. Tu sais, Mourad, c'est les médias qui diabolisent. Tu sais, les journalistes, ils montrent toujours le mauvais côté des musulmans, c'est des manipulateurs, mais ils ne montrent pas les bons côtés. Puis les talibans ne sont pas aussi méchants, c'est pas vrai, ils ne parlent pas avec les étrangers. Alors il y a des bons côtés aussi, mais ça, on ne montre pas. Et puis moi, les talibans, je les ai fréquentés, j'ai passé plusieurs mois avec eux, tu vois bien que je ne suis pas traumatisé, je n'ai pas une égratignure. Donc franchement, tu n'as rien à craindre de ce côté-là. En tout cas, tu peux me faire confiance. Alors pour moi, ce n'est pas suffisant, évidemment. Alors moi, j'ai ma petite vie, je suis à l'école et tout ça, puis le temps passe. Alors Hakim, il m'en parle souvent. C'est des longues discussions qu'on va avoir pendant plusieurs semaines. Alors lui, Hakim, quand il parle de l'Afghanistan, il en parle toujours en bien. À l'entendre, il me parle, on aurait dit une destination de vacances. Il parle de rivières, de montagnes, de pays magnifiques. Il explique qu'il a des amis qui sont installés là-bas, qu'aller en Afghanistan, c'est normal. On peut partir et revenir. Mais surtout, c'est la religion. Mourad, je te jure que ça va te faire du bien. Ça peut être une occasion pour toi d'embrasser un peu le même islam que j'ai embrassé, te remettre sur le droit chemin d'une certaine manière. Alors le problème, c'est que moi, je n'ai jamais voyagé de ma vie. Je ne suis jamais sorti du quartier des Maguettes. Et j'ai Hakim en face de moi, l'aventurier, celui qui a fait le tour du monde. Moi, je ne suis jamais sorti d'en bas de ces tours. Enfin, quand je sortais, c'était pour aller au centre-ville, pour faire des papiers, il fallait une bonne raison. À l'époque, on n'avait pas le tramway ou le métro, il fallait prendre le bus. Un long bus, c'était compliqué. Enfin bref, j'étais toujours en bas de la tour avec mes copains. Tu sais, Mourad, je m'occupe de tout. Je te mets dans l'avion, je m'occupe de tes papiers, tu n'as rien à faire. Tu as juste à monter dans l'avion. Puis je vais te raconter, tu sais, pour aller en Afghanistan, c'est pas comme ça. Je vais te raconter un petit peu comment ça se passe, le voyage. Tu sais, il faut passer par Londres, le Pakistan, l'Afghanistan. Donc là, ce n'était pas un petit voyage, c'était une grande aventure. Et puis, j'ai réussi à convaincre un autre jeune du quartier qui s'appelle Nizar. Alors Nizar, je le connais, c'est le grand frère d'un ami d'enfance. C'est un grand du quartier. Il est grand, costaud, adjoint de sécurité. Nizar, il est partant. Il a ses raisons avec mon frère, mais Nizar, il est partant. Et c'est plutôt rassurant de savoir que Nizar est partant. Enfin bref, à force de discussions, etc., je me souviens de la dernière discussion que j'ai avec Hakim, je lui dis, écoute, c'est vrai, ça doit être un truc de dingue, t'as raison. Franchement, je trouve ça super excitant même. Donc je veux bien aller voir. Mais t'as vu, j'ai mon métier de médiateur, je suis agent de vie sociale depuis 2 ans dans un quartier, j'aime ça, j'ai 18 ans, j'ai ma copine, j'ai mon petit salaire, je suis bien, j'ai ma petite routine. Mais il y a l'été qui arrive, je lui dis, je veux bien aller voir, tu me prends un billet ouvert, et puis si ça ne me plaît pas, je reviens. Il me dit exactement, c'est comme ça qu'on va faire. Si ça ne te plaît pas, tu reviens. Et Hakim s'occupe de tout. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Hakim s'occupe de tout. Il a prévenu tout le monde, on n'a rien à faire, il y a juste à prendre le bus et partir. Et Nizar et moi, en juin 2001, la date est très importante, on s'en va comme 2 gamins qui partent à l'aventure. Et puis on débarque à Islamabad, la capitale du Pakistan. Et là, c'est le dépaysement total. Ça parle une autre langue, c'est un pays magnifique. On va à Peshawar, Rawalpindi, des villes pakistanaises. On fait la connaissance de Mohamed, un Pakistanais, qui a un peu le même discours que Toufik. Moi, je connais ton grand frère, oui, je suis prévenu, j'ai l'habitude. Bienvenue, je vais vous accompagner, c'est moi qui vais vous accompagner en Afghanistan, reposez-vous à l'hôtel et puis je viens vous chercher le lendemain. En tout cas, ton frère a raison, c'est vrai. L'Afghanistan est la meilleure destination qui existe sur Terre. Vous n'allez pas le regretter, il y a plein de jeunes là-bas qui y vont, etc. Alors le lendemain, Mohamed vient nous chercher, on prend un taxi dans des routes un peu difficiles. Et puis au bout de quelques heures à peine, Mohamed nous dit voilà, on est arrivé en Afghanistan, dans la ville de Jalalabad. Alors je suis très étonné, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de douane, il n'y a rien du tout. On est rentré d'une facilité dans ce pays qui m'a vraiment déconcerté.
Alors c'est vrai que l'Afghanistan, c'est un pays magnifique. Il y a de belles rivières, il y a de belles montagnes, c'est très joli. En revanche, l'Afghanistan n'a absolument plus rien à voir avec le discours que tenait Hakim. C'est-à-dire que ce que je découvre tout de suite en arrivant dans ce pays, c'est que c'est un pays qui est très organisé. La première chose que je découvre, par exemple, c'est qu'en Afghanistan, il y a ce qu'on appelle des maddafa, donc c'est le terme en arabe pour dire maison d'accueil. C'est-à-dire qu'en Afghanistan, c'est bizarre, mais c'est comme ça, les gens ne se mélangent pas, en tout cas les étrangers. Ils sont par pays d'origine, par langue parlée. Par exemple, il y a la maddafa des Algériens, des Tunisiens, des Saoudiens, des Yéménites, etc. etc. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors Mohamed nous dit, vous allez, Nizar et toi, dans la maison des Algériens. Pourquoi les Algériens? Parce que vous ne parlez pas l'arabe et pour communiquer, ce sera plus facile. Les Algériens sont généralement francophones. Alors je lui explique que ce n'est absolument pas ce qui a été prévu par Hakim. Hakim m'a dit que normalement on devait aller chez un ami à lui, Abou Mouhtien, je crois, un Algérien, un ancien colonel de l'armée algérienne. Alors Mohamed nous dit, écoute, peut-être que c'était comme ça à l'époque de ton frère Hakim, mais c'est pas comme ça que ça se passe ici. Il faut aller dans ces maddafa, c'est obligatoire, alors tu vas laisser ton passeport, tes affaires. De toute façon, on est entre frères, il y a une relation de confiance, et puis tu es nourri et logé gratuitement, donc tout va bien. Alors c'est vrai que Nizar et moi, finalement, ça ne nous posait pas tellement de problèmes. Ces Algériens étaient plutôt gentils avec nous. Vous avez bien fait de venir dans cet État islamique. On va faire de vous des hommes, des vrais croyants. Vous avez bien fait de quitter votre pays de mécréants, la France, pour venir ici dans cet État islamique. Et puis vous allez rencontrer d'autres jeunes. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a plein de jeunes comme vous qui viennent. C'est normal. Vous allez découvrir votre religion peut-être pour la première fois de votre vie. Profitez de votre séjour. Allez voir à quoi ça ressemble un État islamique. Alors avec Nizar, on va visiter le centre-ville de Jalalabad. Alors c'est particulier, la première consigne que nous donnent les Algériens, c'est de nous dire qu'en Afghanistan, la barbe est obligatoire pour les hommes dans l'espace public. C'est-à-dire que ne pas avoir de barbe, c'est un délit. On peut avoir un problème, on peut aller en prison pour ça. Alors ils nous disent qu'il faut mettre un foulard pour cacher son menton, parce que Nizar et moi, on n'a pas de barbe. Alors c'est particulier, quand on vient de France, de vivre une action pareille. Donc on se balade au centre-ville, et puis comme par hasard, le foulard de Nizar a glissé, il est pris à partie par des villageois qui l'attrapent, limite à 2 doigts de le lyncher. Alors heureusement qu'il y avait des étrangers pour nous séparer, en disant que ce n'était pas de notre faute, qu'on venait d'arriver, qu'on ne connaissait pas forcément les codes, etc. Alors ça nous a évidemment choqués, on rentre dans la maddafa, et puis les Algériens nous disent qu'a priori ça ne devrait pas se reproduire. Ils sont très rassurants en disant que voilà, qu'on ne savait pas, mais que ça ne devrait plus se reproduire. Bon, c'est choquant. Mais au moins, on a compris la réalité du régime dans lequel on est, du système. Et puis, il y a Mohamed qui revient. Et puis, il dit qu'il a pour mission de nous accompagner dans la ville de Kandahar. Alors, Kandahar, c'est une ville qui est plus au sud de l'Afghanistan, c'est une ville qui est très désertique. Même le centre-ville est différent, il fait plus chaud, il y a plus de talibans, par exemple. Mais ce qui est très intéressant à Kandahar, c'est qu'il y a une grande maddafa, une grande maison d'accueil. Et cette fois-ci, tout le monde est mélangé. Ce n'est plus les Algériens et les Tunisiens d'un côté, cette fois-ci tout le monde est mélangé, et puis c'est principalement des jeunes, même des très jeunes, 13 ans, 14 ans, des gens du monde entier, il y a même des Américains, des Canadiens par exemple. Première fois de ma vie que je voyais des Américains en vrai. Alors avec Nizar, on cherche des Français, des francophones, on fait la connaissance de Samir, donc Samir il nous explique. Tu vois Mourad, en Afghanistan, tout est organisé, pour les jeunes c'est toujours comme ça. Tu n'as rien à faire, tu suis le mouvement, et puis tout est organisé. Et puis en fait, je vais t'expliquer un petit peu. Tu vois, cette maddafa, c'est juste un lieu de transit. En fait, tous les jeunes qui sont là, tu vois, il y a des bus là-bas. Demain, il y a des jeunes qui vont revenir, on va prendre leur place. En fait, demain, on va tous partir dans un camp. Alors, je ne peux pas trop t'expliquer, c'est un camp de quoi? C'est amniyat, comme on dit en arabe. Tu sais, il y a des espions ici qui en veulent aux talibans, qui viennent espionner pour les comptes de services de renseignement étrangers, etc. Donc les talibans ne veulent pas qu'on en parle. Mais c'est un camp qui est très sensible. Quand on va y arriver, demain on va y aller, tu vois, tous ensemble, tu vas comprendre pourquoi c'est sensible. Mais franchement, prends-toi pas la tête, tu restes avec moi, puis s'il y a besoin de te traduire, je te traduis. Alors avec Nizar, on est dans l'euphorie, on a fait au moins 5 ou 6 villes en même pas une semaine. Puis c'est l'aventure. On ne se pose pas trop de questions, et puis on est à des années-lumière de s'imaginer ce qui va se passer le lendemain, puisque effectivement des bus viennent nous chercher, il y a plein de jeunes, etc. Et puis on se retrouve dans un endroit au milieu du désert. Il y a une barrière, il y a des militaires armés qui nous disent « Bienvenue ici, on est au camp Farouk ». C'est un camp d'entraînement militaire. Ici, on apprend à se battre, on apprend à faire la guerre.
Parce que normalement, vous devriez le savoir, tous les musulmans doivent savoir se battre. C'est une obligation religieuse, c'est le prophète qui l'a dit. Ça peut servir les musulmans. Et puis surtout, il y a les talibans qui combattent au nord de Kaboul. Ce serait bien que vous appreniez à vous battre pour combattre à leur côté, pour défendre cet État islamique. Nous, on aimerait bien faire de vous de nouvelles recrues, les jeunes. Alors Nizar et moi, évidemment, on avait soif d'aventure, on était partis avec plein d'idées dans la tête, mais là quand même, ce n'est pas la même chose. D'abord, les conditions de vie dans ce camp, elles sont quand même très difficiles, il fait plus de 50 degrés, il n'y a rien du tout, on est au milieu du désert, il y a des maisons en terre, des tentes, et puis il n'y a rien d'autre. On entend des détonations, des explosions, il y a juste à observer ce qui se passe dans ce camp pour comprendre que tout ce qui s'y passe est dangereux. Mais surtout, on n'est pas bête. Si on apprend à se battre, c'est que logiquement, on va nous envoyer au front. Combattre qui? Pourquoi faire? Il n'y avait pas de guerre, on avait la haine contre personne, puis on ne voulait pas mourir. Donc évidemment, le premier réflexe, c'est de se dire, oulala, qu'est-ce qui se passe? On va éviter cet entraînement, puis on est très en colère. Est-ce qu'Hakim, il est au courant? Est-ce qu'il sait qu'on est là? Est-ce que les Algériens aussi n'ont pas tout organisé dès le départ? Pourquoi est-ce qu'on ne nous l'a pas dit? On ne nous a pas laissé le choix. Alors on va voir l'émir, on n'est pas les seuls, il y a plein de jeunes comme nous. Très intéressant. Des jeunes du monde entier, mais certains, pas tous, mais certains, pour des raisons différentes, n'ont pas envie aussi de faire l'entraînement comme nous. Donc une espèce de grande queue devant l'émir, le responsable du camp. Alors chacun essaie d'esquiver pour ses raisons. Alors l'émir, il est très clair, l'entraînement est obligatoire, on a l'habitude. Surtout avec vous, les Européens, les jeunes, les petites natures là, qui veulent esquiver l'entraînement. Donc il y a un entraînement militaire qui est très complet, qui dure 2 mois, qui s'appelle Ta'sisi, la base en arabe. C'est un entraînement de base, c'est un entraînement qui est très complet. Donc vous allez faire l'entraînement en entier, puis quand l'entraînement sera terminé, on verra. Alors faites attention parce qu'il y a des punitions pour ceux qui ne veulent pas faire les entraînements. Et puis dans le camp, il y a des rumeurs de personnes qui ont été exécutées parce qu'elles étaient considérées comme étant des espions par les talibans par exemple. Enfin bref, il y a tout un contexte qui fait qu'avec Nizar, on comprend de toute façon qu'il n'y a pas de quoi à protester. Et puis, bon, on est entre jeunes. Et puis après tout, c'est qu'un entraînement militaire. Et puis Nizar, lui, trouve ça marrant. Les armes, lui, c'est un peu comme les films américains, il trouve ça super excitant. Alors on fait l'entraînement, comme tout le monde. C'est difficile, c'est des randonnées au milieu du désert, on perd beaucoup de poids, on mange très peu, on dort très peu. On sent que l'objectif de cet entraînement, c'est avant tout de nous endurcir. Il y a un parcours. Bon, ça ressemble à l'armée. On apprend à sauter des trucs, à ramper, enfin bref. Et puis, il y a un entraînement au maniement des armes. Comment démonter, remonter une Kalachnikov, tirer avec, tirer au pistolet, lancer des grenades, tirer au lance-roquettes, au RPG. Donc l'entraînement devient de plus en plus difficile et dangereux. Alors pour moi, la guerre, c'est les gentils contre les méchants. C'est des gens qui se battent avec des armes, comme dans les films. C'est 2 camps qui se tirent dessus avec des mitraillettes. Pour moi, la guerre, c'est ça. Mais dans ce camp d'entraînement, on a des instructeurs, des profs, on va dire ça comme ça. Et eux nous expliquent leur vision de la guerre. Alors eux nous disent que dans la guerre, la fin justifie les moyens. Que dans la guerre c'est la ruse, que la guerre c'est la tromperie. Et que s'en prendre aux civils parfois, parce que les ennemis des musulmans seraient tellement puissants, que s'en prendre aux civils c'est légitime. C'est-à-dire que, en gros, poser des bombes, faire des attentats, tout ça c'est un outil comme un autre. Donc il y a un entraînement au maniement des explosifs. Comment faire exploser une charge de TNT? Comment fabriquer un détonateur avec des composants électroniques? C'est-à-dire que je rentre dans un monde, évidemment, que je ne connaissais pas pour la première fois de ma vie, qui est celui du terrorisme. Tout devenait asymétrique. En tout cas, ça avait fait voler en éclats toutes les représentations que j'avais faites de la guerre. C'était plus du face-à-face. Alors au début, je ne me rends pas vraiment compte de cette dimension. Mais c'est le vendredi où je vais vraiment comprendre ce qui se passe. Pourquoi le vendredi? Parce que le vendredi, c'est le jour de repos. Le vendredi, il y a le prêche, donc il y a la prière du vendredi, puis il y a des imams qui viennent faire des discours. Alors il y en a un qui vient un jour, je ne sais pas qui c'est. On est en août 2001, j'ai 18 ans, pour resituer un peu la date. Il y a un imam qui vient. Alors je ne sais pas qui c'est, mais je vois que lui, il n'est pas comme les autres. Parce que quand il arrive, tout le monde est super excité. Les gens disent, il arrive, le shir. Il est dans un 4x4 aux vitres teintées. Il y a plusieurs 4x4 qui le suivent, comme s'il ne fallait pas savoir il était dans quelle voiture. Puis quand il sort de sa voiture, il a plein de gardes du corps. Et tout le monde se précipite vers lui pour lui serrer la main. Alors je sais juste que c'est un Saoudien qui s'appelle Oussama Ben Laden.
il est venu avec un Égyptien qui s'appelle Ayman el-Zawahiri, et il est venu faire des discours en arabe à la mosquée. Alors moi, je ne comprenais pas l'arabe, c'est Samir qui me traduisait, mais s'il y a deux choses, enfin il y a à peu près deux choses dont je me souviens très bien de son discours. La première chose, c'est que lui expliquait qu'il fallait se focaliser sur les Américains, que les Américains c'était les chefs des mécréants, pour reprendre ces termes. Qu'il fallait combattre les Américains partout où on les trouvait, que c'était une cible prioritaire pour les musulmans, que ça dépassait même la cause palestinienne, par exemple. Mais la deuxième chose qui m'a marqué le plus, c'est lorsqu'il s'est adressé à nous en nous regardant en disant « Les jeunes, vous les jeunes, même si vous êtes jeunes, je vous conseille de commettre des attentats suicides. Même si vous êtes jeunes, je vous encourage à utiliser cet outil. Pour moi, c'est un outil comme un autre. Justement, les musulmans, psychologiquement, ne sont pas assez préparés à cette méthode, et moi, je vous encourage à vous lancer là-dedans. Au moins, c'est clair. Là, il n'y a pas de doute. La finalité de l'entraînement est plutôt assez évidente. Alors, Nizar est tombé malade parce que l'entraînement est trop difficile, il va à l'hôpital. Mais moi, je termine l'entraînement, je n'ai pas le choix. Il y a un entraînement de topographie, de technique de montagne, enfin bref, c'est très complet. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au bout de 60 jours, merci, au revoir, salam alaikum, il y a des bus qui viennent nous chercher, puis on s'en va, on nous laisse partir. Alors je me précipite, je vais récupérer Nizar à l'hôpital et je lui dis, Nizar, on rentre à la maison, on se casse. Franchement, ça craint. Tu as vu tout ce qui s'est passé dans ce camp, tout ça, ça va se retourner contre nous. Ils ont investi du temps et de l'argent, tout ça, c'est pas gratuit. Alors Nizar me dit, bien sûr, on rentre au quartier, on raconte à personne. C'est comme si de rien n'était. On rentre tout de suite, on s'en va. D'abord, on va aller s'expliquer avec les Algériens. Alors on repart à Djalalabad, on récupère nos passeports, nos affaires, et puis on explique qu'on veut rentrer chez nous. Alors les Algériens, ils se marrent, ils rigolent. Mais non, on ne pouvait pas rentrer, surtout pas maintenant. C'est même pas la peine d'y penser. Ah bon, et pourquoi? On a nos passeports, nos billets d'avion, on a même de l'argent. Bah écoutez, je n'ai pas besoin de vous expliquer, allez écouter la radio, vous allez comprendre ce qui se passe. Alors en Afghanistan, il n'y a pas la télé ou l'Internet, c'était interdit par les talibans. Mais à la radio, on apprend qu'il y a eu une attaque à New York. C'est-à-dire qu'au moment où on sort de ce camp d'entraînement, on est autour du 13 septembre 2001. 2 jours avant, il y a une attaque à New York. Alors c'est difficile de s'imaginer quand on n'a pas les images, mais on sait qu'il y a des milliers de morts. Et puis à la radio, on entend parler de l'Afghanistan. On entend parler d'Oussama Ben Laden. Je lui dis, mais Ben Laden, je le connais. On m'a dit, bah oui, c'est l'imam que tu as vu dans le camp, c'est lui. C'est lui qui a revendiqué ces attentats. Alors maintenant, les Américains vont se venger. Mourad, je ne sais pas si tu comprends ce qui se passe, mais là, on rentre en guerre contre les Américains. Le pays, il est en istinfar, comme on dit en arabe, c'est-à-dire qu'il est en état d'alerte. La frontière au Pakistan est fermée. Les Américains arrivent. La seule chose qu'on te conseille de faire, c'est ton testament. C'est comme ça qu'on fait en islam. En tout cas, la France, c'est même plus la peine d'y penser. Et puis, tout ce que tu as appris dans ce camp d'entraînement, ben, c'est le moment de t'en servir. Et en effet, les Américains interviennent très vite. Ils commencent à bombarder. Alors, au début, c'est des missiles, et puis après, c'est les B-52. Alors, les Américains bombardaient principalement les positions des talibans, évidemment, à Kaboul, à Kandahar, à Djalalabad, mais aussi des victimes civiles. Donc, c'est le chaos, c'est la panique. Tout le monde essaie de fuir l'Afghanistan, en tout cas les étrangers. Alors, à cause de cet exode, eh ben, la frontière est bouchée. Plus possible de prendre le chemin traditionnel, et puis, en plus, les gens se font arrêter au Pakistan. C'est ce qu'on entend, en tout cas, et ces rumeurs-là qui nous disent ça. Enfin, peu importe, avec Nizar, on veut s'enfuir, coûte que coûte. Alors, il y a les combats avec les talibans perdent des villes. Ils combattent un groupe qui s'appelle l'Alliance du Nord. Ce sont des Afghans dont le commandant Massoud a été assassiné 2 jours avant le 11 septembre. Donc, ces Afghans sont très en colère contre les talibans, mais aussi contre nous, parce qu'eux considèrent qu'on fait partie des talibans, puisqu'on était là quand ils étaient là. Et quand les talibans perdent des villes, quand ils perdent Kandahar, quand ils perdent Kaboul, eh ben, cette Alliance du Nord arrive à Djalalabad, d'autant plus que les talibans se sont enfuis. Alors pour nous, c'est dangereux, on peut se faire arrêter par ces Afghans, ou même pire que ça. Donc c'est la panique. Comment on fait pour s'en sortir? On a la frontière au Pakistan qui est fermée, on a les bombardements sur nos têtes, et puis il y a l'Alliance du Nord qui arrive. Donc on discute avec des villageois, on est plusieurs centaines de personnes, et on essaie de trouver une solution. Alors la solution, c'est de passer par les montagnes, il n'y a pas le choix. C'est de rejoindre le Pakistan. Bon, comment on fait? Eh bien, on va marcher, il n'y a pas le choix. On prend des provisions, des affaires, alors on est plusieurs centaines de personnes, il y a des adultes, des vieux, des enfants, il y a de tout, mais c'est principalement des hommes, les femmes peuvent encore passer la frontière.
Alors c'est difficile, ça va prendre plusieurs semaines, et puis il y a les bombardements qui continuent, même dans les montagnes. Il y a l'hiver qui avance, on est en octobre, novembre, décembre, il faut dormir dehors, on a des provisions qui s'amenuisent, et puis les gens meurent aussi de ces bombes, de froid, de faim. Il y a des Français qu'on va laisser mourir derrière nous, comme Djamel Loiseau, Samir Ferraga par exemple. Mais Nizar et moi, on a réussi à passer en décembre 2001, par miracle, dans un village qui s'appelle Parachinar. Alors on est hébergé par des villageois qui sont très gentils avec nous. Ça y est, on est dans l'euphorie, on a réussi à fuir la guerre, on est toujours vivant, on est content. On est hébergé par des villageois vraiment très gentils avec nous. Alors ils nous expliquent qu'ils sont d'accord pour nous aider, qu'on va faire une espèce de grande réunion et qu'on va s'organiser, mais qu'il faut rassembler tous ceux qui sont avec nous, tous les étrangers. On se retrouve dans ce village, dans une grande pièce. Et là, c'est bizarre parce qu'on est entassés dans cette grande pièce, et puis là, les Pakistanais nous enferment. Ils ferment la porte, ils mettent des chaînes et des cadenas, ils nous enferment dans cette grande pièce. Et là, on voit débarquer les forces spéciales pakistanaises, des militaires pakistanais très armés, qui arrivent et qui nous capturent. Ils nous mettent une cagoule sur la tête, ils nous attachent avec des cordes, ils nous jettent dans des camions. Et là, on ne comprend pas ce qui se passe, parce que c'est le fait d'avoir passé la frontière illégalement, c'est quand même disproportionné, ils sont très violents. On se retrouve dans une prison, dans une caserne militaire au Pakistan, on ne sait pas exactement où, on sait juste qu'on est au Pakistan. On a des entraves aux pieds, des menottes, et ça se passe très mal dans cette prison. Ça va durer plusieurs semaines, presque un mois. Et puis au bout d'un mois, il y a un militaire pakistanais qui vient nous voir, un officier, et qui nous dit « il faut que je vous dise la vérité, parce que moi je suis musulman et je culpabilise. En fait, ce qui se passe, c'est que mon armée, elle vous a capturé pour vous vendre aux Américains. Et moi, personnellement, je pense que c'est pas bien. Mais je ne peux rien faire, c'est mon armée, je ne peux pas m'opposer à mon armée. Mais quand même, j'ai envie de vous aider. Et la seule idée que j'ai eue pour vous aider, c'est de vous prendre en photo. Donc vous allez vous mettre en ligne, je vais vous prendre en photo, on va faire ça vite fait. Puis ces photos, je vais les garder, je vais les diffuser sur Internet, par exemple, ou la faire circuler dans des forums. Comme ça, au moins, les gens sauront, si on imagine le pire des cas, que vous êtes passé par là, les Américains ne pourront pas vous faire disparaître. Alors, je ne sais pas si vous me reconnaissez. Si vous ne me reconnaissez pas, c'est normal. Alors, moi, je suis le plus petit des deux. Lui, là. Alors, en fait, bon, vous l'avez compris, je descends des montagnes. Hein, donc, si j'ai les cheveux en l'air, c'est juste parce que je n'ai pas fait de douche depuis 3 semaines et que j'ai perdu beaucoup de poids. Alors, à ma droite, ce n'est pas Nizar, c'est Redouane. Donc, c'est dans cette prison au Pakistan. C'est la fameuse photo. Donc, il a tenu sa promesse, ce Pakistanais. Elle a circulé dans des forums, justement, et j'ai des proches à moi qui sont tombés dessus sur Internet, ils l'ont gardé, ils m'ont reconnu, je ne sais pas comment ils ont fait, et puis en sortant de prison, j'ai retrouvé cette photo. Alors ce jour-là, quand je suis dans cette prison au Pakistan, je suis content. Franchement, c'est une bonne nouvelle, on va être remis aux Américains. Je vais leur montrer mon passeport français, et puis avec des relations diplomatiques et tout ça, ça devrait aller vite. En tout cas, ça devrait a priori mieux se passer qu'avec les Pakistanais. Mais le lendemain, quand on est remis aux Américains, force est de constater que les Américains sont au moins aussi violents que les Pakistanais. Ça recommence, la cagoule sur la tête, sauf que là, on n'est plus attaché dans un camion, on est attaché dans un avion. Alors on a peur, on a mal, on ne sait pas ce qui se passe encore. Alors les Américains nous ont capturés pour nous renvoyer en Afghanistan. On avait essayé de fuir ce pays, mais eux nous ont renvoyés là-bas dans la ville de Kandahar. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Kandahar, c'était la ville où il y avait le camp d'entraînement. Et bien, dans ce camp, il y avait, les Américains avaient d'abord récupéré la ville de Kandahar. Ils avaient évidemment détruit les camps d'entraînement, construit une base militaire, et dans cette base militaire, ils avaient construit un camp. Et c'est dans ce camp qu'on va atterrir. Bon, ça se passe mal dans cette prison, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça ressemble à ce qui a pu se passer dans la prison d'Abu Ghraib, sauf que les photos ne sont pas sorties. Alors, on comprend aussi la position des Américains, ils nous expliquent. Tu vois, Mourad, nous, on a eu les attaques du 11 septembre, on a arrêté tout le monde. On fera le trait plus tard, on verra qui a fait quoi. Mais si on se fie aux apparences, de toute façon, tu fais partie de ces personnes qui nous ont attaqués. Tu fais partie de cette organisation, tu fais partie d'Al-Qaïda. Tu dis, mais Al-Qaïda, c'est qui? Tu dis, Al-Qaïda, c'est toi. Al-Qaïda, c'est vous. Ce sont toutes les personnes qu'on a arrêtées. En tout cas, on verra. C'est vrai que les apparences jouaient pas mal contre nous, mais bon. C'est dit, à force de s'expliquer, finiront par comprendre. Le lendemain, au bout d'un mois, de détention dans cette prison, on est transféré. Ça recommence, la cagoule sur la tête, sauf que là, on nous a rasé la tête et la barbe, on nous a mis une cagoule,
un casque dans les oreilles, un masque dans les yeux, des gants, enfin bref, on est privé de tous nos sens, et puis on a une fameuse tenue orange. Et là, le vol par avion ne va pas durer 2 heures, il va durer près de 24 heures. Au bout de 24 heures, on débarque dans une base militaire américaine. Alors moi, je pense qu'on est aux États-Unis. Et en fait, on apprend qu'on n'est pas aux États-Unis, on est à Cuba, malgré les apparences. Alors pourquoi Cuba? Les Américains nous expliquent qu'ils ont choisi Cuba, parce qu'à Cuba, comme on est à Cuba, les lois américaines ne s'appliquent pas. Et comme on est dans une base militaire américaine, les lois cubaines ne s'appliquent pas non plus. Donc c'est ni loi cubaine ni loi américaine. Au moins vous êtes prévenus. On est transféré dans un premier camp, le camp X-ray. Donc c'est des cages en extérieur, on a une tenue orange, une serviette, un seau pour se laver, un seau pour faire ses besoins. Alors le camp X-ray, ce n'est pas comme une prison classique, évidemment, il n'y a pas de parloir, il n'y a pas de promenade, de possibilité d'appeler sa famille ou de recours à un avocat. On est coupé totalement du monde et on est enfermé 24 heures sur 24 dans ces cellules. Au bout de 4 mois, nouveau transfert, mais cette fois-ci, on est transféré au camp Delta. Donc Delta, c'est du costaud, c'est une prison qui est toute neuve, qui vient de se construire. Alors la bonne nouvelle, c'est que les conditions d'hygiène sont meilleures. Au moins on a une toilette, un robinet, plus besoin de faire ses besoins dans des seaux. Et puis, il y a une promenade d'une demi-heure. Mais la grande nouveauté, c'est les interrogatoires. On est interrogé par la CIA, le FBI, les services de renseignement européens. Alors la plupart du temps, les interrogatoires se passent bien, sauf avec la CIA. C'est-à-dire qu'eux considèrent qu'il faut faire souffrir les détenus psychologiquement et physiquement pour obtenir des informations qu'eux considèrent ne pas pouvoir obtenir autrement. Alors aujourd'hui, ces techniques, on les connaît, je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a le manuel de la CIA qui a été déclassifié par le Sénat américain. Et puis il y a des témoignages de psychologues qui ont participé à l'élaboration de ces techniques. Donc on sait qu'il y a la privation de sommeil, par exemple, le fait d'être transféré d'une cellule à l'autre toutes les demi-heures. Donc c'est impossible de dormir. Ou alors l'utilisation de la climatisation, c'est tout bête. On vous balance de l'eau glacée dans le corps et puis on vous laisse grelotter toute la nuit sous la clim. Ou alors le fait d'être menotté dans des positions douloureuses, entièrement nu, les humiliations sexuelles, ou alors l'utilisation de la musique ou de chiens, enfin bref. Vous l'avez compris, de toute façon, les interrogatoires se passent mal. Alors les seules personnes qu'on avait le droit de voir à Guantanamo, c'était les délégués de la Croix-Rouge internationale, et eux nous donnaient quelques informations sur l'extérieur, notamment qu'il y avait un comité de soutien à Vénissieux. Donc quoi, à Vénissieux, ils sont toujours à fond. Donc il y a un comité de soutien, il y a des jeunes qui sont mobilisés, y compris des avocats, etc. Enfin bref, ça nous a donné beaucoup de force, d'espoir pour tenir. Et puis il y a la protestation des Américains, parce que les Américains, il faut savoir que tous n'étaient pas forcément d'accord avec ce qui se passait à Guantanamo, même à l'intérieur de la prison. Il y avait le témoignage de ces militaires qui venaient nous voir, qui nous disaient et racontaient un peu leur parcours. Tu sais, Mourad, je me suis engagé dans l'armée parce que j'ai vu les 2 tours du 11 septembre s'écrouler. Et puis, je voulais défendre mon pays, j'ai été envoyé à Guantanamo, c'est pas moi qui ai choisi. Puis quand j'arrive dans cette prison, on me dit que vous êtes tous des terroristes, que vous êtes capables de tuer des Américains à main nue, comme ça. Alors moi je pensais que c'était vrai, j'étais conditionné. Mais quand je discute avec toi, Mourad, je vois bien que tu n'es pas un terroriste, même si ton histoire elle est un peu bizarre quand même. Mais je pense que mon armée, elle n'a pas le droit de te traiter comme ça. Et quand je vais rentrer aux États-Unis, je vais raconter, je vais dénoncer. Et eux faisaient l'effort c'est vrai. D'ailleurs, il y a un certain nombre de photos que je vous ai montrées qui ont été futées grâce à ces militaires. Enfin bref, eux faisaient l'effort de nous comprendre. Et donc, tout ça pour dire que face aussi à la protestation, donc beaucoup de détenus ont été libérés, dont nous, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans et demi, on apprend qu'on est rapatrié en France, qu'on est libéré. Le militaire américain vient nous voir en disant « Mourad, tu rentres en France demain ». En plus, il dit « demain ». Alors, je n'arrive pas à y croire. Je crois que quand je suis dans l'avion, que je retrouve Nizar, que je n'ai pas vu depuis des semaines, l'avion décolle, puis j'imagine que je vais descendre de l'avion, je vais serrer mes parents dans les bras. Et puis, à la descente c'est pas dans un aéroport que je vais atterrir, c'est dans une base militaire française. C'est pas ma famille qui est là en bas de l'avion, ce sont principalement des policiers. Alors je suis placé en garde à vue, et puis le policier m'explique la situation. Écoute Mourad, tu vas retourner en prison. D'abord Guantanamo, ça compte pas. Et désolé, ça ne compte pas parce que ça n'existe pas.
Et puis quand tu étais à Guantanamo, on est venu t'interroger. Tu nous as dit que tu avais été dans un camp d'entraînement. Ben, ça nous pose un problème. Ben oui, tu es dangereux avec tout ce que tu as appris. Mais se pose surtout la question de tes intentions. Parce que tu dis que tu es parti comme ça à l'aventure, nous on ne te croit pas. On pense que tu es certainement parti avec une mission déjà programmée à l'avance. Peut-être revenir en France pour faire des attentats. C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Donc tu vas retourner en prison. Au moins prépare-toi psychologiquement à ce fait. Mais on va te parler de ta famille surtout. On va te parler d'Hakim, ton grand frère. Quand toi tu étais à Guantanamo, Hakim a essayé d'aller faire la guerre. Il a essayé d'aller faire le djihad. Pas en Afghanistan, mais en Tchétchénie. En tout cas, il a essayé, il n'a pas réussi. Il est parti en Géorgie, il est resté quelques semaines là-bas et puis il est rentré. Mais on a des informations encore pires que ça. On a des informations que ton frère Hakim, il voulait préparer, il voulait participer à des attaques pour la cause tchétchène contre les intérêts russes en France. Déçu de son expérience et puis en colère de ton incarcération. Alors on l'a arrêté, heureusement, on ne sait pas ce qu'il aurait fait. On a même encore des témoignages que peut-être il aurait même été capable de s'entraîner, de fabriquer du poison, par exemple. Il s'entraînait même dans le domicile familial chez tes parents, t'imagines? Donc on l'a arrêté, il est en prison, Hakim. Et puis un an après, on a arrêté les autres membres de ta famille parce qu'on pense qu'ils sont tous complices. On a arrêté ton père. Ben oui, l'imam. C'est peut-être lui qui vous a éduqué au djihad d'ailleurs. C'est ce qu'on va essayer de savoir. En tout cas, on ne peut pas imaginer une seule seconde que ton père n'ait pas été au courant de tout ça. Et puis on a arrêté ton frère, Hafed aussi. Ben oui, Hafed, il est complice, il ne vous a pas dénoncé. Et puis on a arrêté ta mère. Ben oui, ta mère, elle est complice. Quand Hakim il était en Géorgie, elle lui a envoyé de l'argent. Donc c'est financement au terrorisme. Puis ta mère aussi, elle ne vous a pas dénoncé. Donc ils sont tous en prison. Alors j'apprends en garde à vue que non seulement je retourne moi-même en prison, mais en plus que j'ai quasiment les 3/4 des membres de la famille incarcérés. Donc c'est comme sortir d'un cauchemar pour entrer dans un autre cauchemar. Je me retrouve incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis pour association de malfaiteurs. Et on va tous rester en prison, en détention provisoire, pendant près de 2 ans. Au bout de 2 ans, on est tous jugés et condamnés pour association de malfaiteurs. Enfin, d'abord, Hakim est condamné à 10 ans, donc il reste en prison. Mes parents sont jugés et condamnés pour association de malfaiteurs et ils sont victimes de ce qu'on appelle la double peine, donc condamnation plus expulsion. Ils sont expulsés vers l'Algérie où ils sont interdits définitivement du territoire français. Et puis moi, je me retrouve en procès. Alors j'ai honte ce jour-là. Il y a les caméras, les journalistes et tout, c'est la honte. Alors je vais être condamné à 1 an de prison. Et puis en deuxième instance, je vais être relaxé. Autant vous dire que c'était le plus beau jour de ma vie. Alors je fais le tour des plateaux télé, je suis relaxé et tout ça. Puis le parquet fait annuler la relaxe. Alors je me pourvois en cassation et puis je suis devant la Cour européenne des droits de l'homme, donc je suis encore en procédure. Mais la bonne nouvelle, c'est que les Américains ne m'ont pas poursuivi. Et puis surtout, la France porte plainte pour moi, pour séquestration, détention arbitraire et acte de torture contre les Américains. Et c'est une plainte qui continue d'ailleurs encore à se poursuivre. Alors je rentre dans mon quartier à Vénissieux. Je retrouve mes copains, enfin ceux qui me restaient. Il ne me restait pas beaucoup. Alors je leur dis, bon, comment je fais maintenant pour me reconstruire? J'ai perdu 5 ans de ma vie, j'ai la famille qui est complètement éclatée, voilà, trop de 5 ans dans mon CV. Alors ils me disent, ben Mourad, tu n'as qu'à écrire un livre, tu as vu, c'est à la mode, tout le monde fait ça, tu vas pouvoir gagner un peu d'argent. C'est vrai, c'est une bonne idée. Puis ça fait du bien de raconter quand on a vécu des choses difficiles, c'est comme une thérapie. Puis j'en avais marre que les journalistes disent de nous qu'on était la famille des djihadistes, que c'était plus compliqué que ça. Qu'on avait pu se retrouver dans telle ou telle situation à cause de circonstances compliquées, mais qu'il fallait faire la part des choses. Enfin bref, que c'était l'occasion de raconter ma version des faits. Et puis, quand j'étais à Fleury-Mérogis, il y avait des jeunes qui venaient me voir, plus jeunes que moi-même, en promenade, et qui me disaient, Mourad, on a entendu parler de toi dans la presse, dans les magazines et tout. Ils disaient que tu étais un soldat, que tu étais un moudjahid. Franchement, machallah, moi quand je vais sortir de prison, je vais faire comme toi. Moi aussi, je vais aller combattre. J'aimerais bien passer à la télé. Moi aussi. Alors ça me gênait d'entendre ça, bien sûr. Alors je discutais avec eux, mais non, je ne suis pas parti en Afghanistan pour ça. Et franchement, si c'était à refaire, je ne le referais pas. J'ai perdu 5 ans de ma vie, j'ai la famille qui est complètement éclatée, je ne vois pas en quoi tout ça ait pu aider la cause des musulmans d'une manière ou d'une autre. Et puis ce que j'ai vu en Afghanistan, parce que tu parles du djihad, je n'ai pas vu moi personnellement des gens qui défendaient la veuve ou l'orphelin, j'ai vu des gens qui m'expliquaient que les attentats suicides c'était bien.
J'ai vu des gens qui me disaient, Mourad, Inch'Allah, tu vas poser une bombe en France, elle sera tellement puissante qu'on va l'entendre d'ici. Donc sache que ça existe. Donc franchement, ce n'est pas une bonne idée. Puis moi, je ne suis pas parti pour Dieu, c'est pas vrai. Je suis parti pour moi. Je suis parti pour me la raconter. Je suis parti pour faire plaisir à un frère que j'aimais, que j'admirais. Je suis parti pour vivre une aventure, peut-être. Je suis parti pour qu'on en parle dans le quartier, j'en sais rien. Mais je ne suis pas parti pour Dieu, c'est pas vrai. Mais j'avais compris que des jeunes pouvaient s'identifier à mon histoire aussi pour les mauvaises raisons. Et c'est pour cette raison-là que j'ai écrit ce livre, alors qu'il y avait un titre différent, une couverture un peu différente en 2006, parce qu'il est sorti à cette époque-là, et puis qui a été réédité sous cette couverture en 2016. Et j'ai eu l'occasion de témoigner dans les écoles dès cette époque-là, en 2006, parce que j'avais constaté déjà que des jeunes pouvaient être intéressés par le djihad. Et c'est comme ça que j'ai commencé ce travail de témoignage depuis toutes ces années. Donc pour l'éducation nationale, mais aussi beaucoup plus largement aujourd'hui, parce que j'interviens notamment pour la PJJ, pour la pénitentiaire, pour un certain nombre d'endroits dans lesquels les jeunes sont. Dans les quartiers aussi, j'aime bien aussi intervenir pour des centres sociaux. Enfin bref, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai été suffisamment long, donc voilà pour le parcours. Voilà, merci.